Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qui vient de me voir, c'est une merde, Noé. Un faquin, un pauvre garçon. Et si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Moteur! Oh putain, moteur! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Rétrospect Film, le grand retour. Bonne année à vous, bonne année à toi Lucas. Et bonne année à toi et à tout le monde, Ethan également. Voilà, très belle année qui se termine et une nouvelle qui commence. En fait, on fait les bilans de fin d'année un petit peu en retard parce que déjà on a du mal à se voir physiquement pour tourner ensemble. Ouais, déjà. et même au niveau de l'emploi du temps, de manière générale, c'est un petit peu compliqué. Mais on a réussi et voilà. On est très content d'être avec vous. Exactement, bilan de fin d'année. Donc il y a ces deux podcasts-là qui vont sortir. Ensuite, il y aura évidemment le fameux podcast des Césars. Ça, c'est sûr et certain à 100%, on le refera. Ouais, comme l'année dernière. Parce et ça puis... avait bien plu en plus. Moi, de mon côté, les gens avaient plutôt bien aimé, ceux qui l'ont écouté. Exactement. Et puis voilà, donc là, ce qui va changer aujourd'hui, c'est que je pense que ça va sûrement être le podcast le plus long de cette chaîne. Oui, cette chaîne, c'est ça, de Rétrospect Film. On avait fait combien avec les Césars? 1h30, non? 1h10, je crois, quelque chose comme ça. Là, ça va être un peu plus long parce qu'en fait, on s'est donné, c'est même un petit peu l'une des raisons de la création de ce podcast. Moi, je me suis toujours dit, ça serait marrant de faire un podcast top 100 d'une année. Donc, c'est un peu fou sur le papier top 100, surtout que c'est pas exactement un top 100. Enfin, oui, on y reviendra un petit peu. Il y a de la magouille. Mais... C'est ça, exactement. Mais je me suis dit, ça serait marrant de pouvoir balayer une centaine de films, alors de façon plus ou moins longue, parce que sinon, ça va durer 8 heures. Voilà, sinon, on est encore là demain matin, quoi. Enfin, nous, quand on tourne, en tout cas. Donc, voilà, l'idée, c'était de parler de 100 films, faire un top 100 de l'année 2024 avec Lucas. Alors, sachant que Lucas a vu 120 films exactement. Ouais. Moi, j'en ai vu 129. Mais alors du coup en fait à nous deux respectivement on en a vu 170 du coup différents parce qu'on a vu 79 en commun, 170 films sortis en 2024, donc c'est salle ou plateforme, les deux comptes, mais attention bien 2024 en France parce qu'il y en a qui sont sortis plus tôt aux États-Unis ou autres, donc par exemple on n'a pas le We Live in Time qui est sorti en 2025 le 1er janvier, donc voilà, donc écoutez, on s'est dit qu'on allait faire comme ça. Alors c'est pas vraiment un top 100, c'est plutôt un top plus comme je l'ai appelé, parce qu'on va débuter avec une série de flops, où il y aura du coup 10 flops qui seront pas spécialement mis dans l'ordre, mais en fait ça va être 10 films. Donc il y en a qu'on a vraiment détesté dans le lot, il y a aussi des déceptions de façon globale. De toute façon, les flops, on reviendra un petit peu plus dessus. Puis il y aura les mentions déshonorables, donc ça sera histoire de citer certains films qu'on est obligé de donner. Je peux vous en donner un par exemple Venom 4, que j'ai vu, et dans cette mention déshonorable, parce qu'on n'allait pas le mettre dans notre top 100. Et ensuite derrière, on aura vraiment un vrai top 100 de 100 jusqu'à 1, avec les places d'une à l'autre veulent pas dire vraiment grand chose, mais c'est surtout pour l'idée d'en mettre 100. Oui, voilà, qu'il y ait une petite continuité, une évolution au fil du podcast pour arriver vers ceux qu'on a préférés de manière générale. Oui, parce qu'on se doute bien qu'il y a des films qui sont incomparables entre eux, et vous allez d'ailleurs le voir. C'est pas le but de les comparer, de dire un tel est meilleur qu'un tel, c'est plus essayer d'avoir une petite ligne narrative finalement qui nous permet d'évoluer du entre guillemets ce qu'on aime un peu moins vers ce qu'on aime. Mais c'est quand même, on va quand même dire que c'est la base d'un classement parce qu'on y a réfléchi avant, on a fait des moyennes avec nos différents classements et on a arrangé des choses sur certains films que l'un a vu et que l'un a vu et que l'autre n'avait pas vu, pardon. Aussi. Donc voilà, écoute, Lucas, je te propose de démarrer sans plus tarder. On va démarrer avec ce qui est le plus simple, c'est les petites mentions déshonorables. Donc là, on va en donner quelques-unes qu'on va aligner. Peut-être qu'on dira un truc ou deux dessus, mais voilà. Là, c'est vraiment pas dans le classement. C'est juste des films qui auraient pu être dans les flops, mais on n'a pas jugé qu'ils étaient si mauvais ou si importants. Au niveau du classement, de tous les mettre. Donc voilà, que ça soit un petit peu plus agréable aussi à l'écoute. Mais c'est des films quand même un petit peu qui ont fait un peu de bruit. Par exemple, il y avait Godzilla vs Kong. On a vu un nouveau Godzilla vs Kong, donc qui aurait pu être dans les flops parce que on a vu pas tout le monde, si je peux me permettre, je me suis pas déplacé pour aller voir ça personnellement. Non. Alors ça aussi, on va revenir pas mal de fois dans le podcast, vous allez voir que Lucas a beaucoup... il a vu un peu moins de films que moi, mais pourtant il y a beaucoup de films que j'ai vus pour l'actualité ou pour tout un tas de choses, et lui il s'est pas forcé à aller voir ça, quoi. C'est-à-dire qu'il avait vraiment beaucoup moins envie, enfin si, t'as une envie d'explorer certains films, mais pas des trucs comme ça. Il y a des limites, quoi. D'ailleurs c'est ça, parce que dans les mentions déshonorables il y a beaucoup de choses que j'ai vues seul, notamment dans Godzilla vs Kong, The Crow, le fameux The Crow, le remake du film où c'est Brandon Lee qui était mort sur le tournage du vieux. Dans les années 90, alors j'ai plus l'année, mais années 90. Voilà, donc The Crow qui était une catastrophe. Il y a Kung Fu Panda 4 parce que c'est quand même la saga qui continue, alors j'avais même pas vu le 3 avant de le voir, et en fait le 4 est nul et il ne se passe vraiment rien dedans. Borderland, le fameux Borderland qui est effectivement mauvais, alors moi je le trouve pas si mauvais que ce qu'on en dit, même s'il y a plein de choses ratées, notamment au niveau des effets visuels, le film est atroce, c'est-à-dire qu'il y a un fond vert qui se voit à plein de moments. Je sais pas, en fait, j'avais pas vu la version totalement terminée, quoique je l'avais vu dans une des premières projections de presse qu'il y avait.
et en fait, le fond vert était pas du tout terminé, quoi. Et, Alors, juste pour nos auditeurs qui restent, il y a des bons films qui arrivent. Hein, Ah parce oui, que là, Non, ça là, commence c'est très très mal. là, c'est vraiment les mentions Mais déshonorables. restez, hein. Alors, celui-ci est juste dedans parce qu'on voulait pas le mettre dans les tops ni dans les flops, mais c'est un film qu'on a vu ensemble assez dernièrement, c'est Le Beau Rôle, avec notre ami William Legbill dedans. Qui est pas un mauvais film en soi. Moi, j'ai trouvé que si, mais... Ah bah, pour Ethan, si, moi c'est pas quelque chose que j'ai détesté, c'est ce que je range, personnellement, dans la catégorie film OSEF. C'est-à-dire, je suis sorti de la salle, j'avais un truc prévu derrière, et ben je n'ai plus pensé qu'à ce que j'avais prévu derrière, plutôt que le film. Donc voilà, c'est ce genre de film, il y en a quelques-uns dans l'année où je peux même pas vraiment dire ce qui est mauvais dedans, mais juste j'ai quasiment oublié le film alors que le film on l'a vu en décembre, hein, donc vraiment, on l'a vu il y a 3 on semaines. l'a vu assez dernièrement, c'est vrai. Et Et puis vraiment, alors moi je ne comprends pas que des gens aient bien aimé ça parce que je trouve que c'est vraiment le film d'auteur complètement raté, qui essaie des choses qui ne marchent pas trop, puis surtout William Legbill ne joue pas très bien dedans et c'est assez rare de le voir Ouais. mal jouer. Moi je trouvais que c'était une comédie romantique qui utilisait tous les poncifs du genre, pas forcément mal, mais donc du coup je ne vois pas en quoi elle se démarque spécialement d'un autre film du genre classique comme on a depuis 20 ans, mais je pense même encore plus, quoi. Alors là, il y en a 3 qui vont arriver, donc je vous ai parlé de Venom 4 un petit peu plus haut. On va vous mettre aussi, alors ça c'est juste pour le running gag parce que c'est une sorte de private joke, on va pas vous mettre dedans, mais Oui. voilà, c'est le Hanzo chat fantôme Oui. que Il y a Lucas a une vu. histoire derrière. Voilà, il y a une histoire derrière, enfin bref, on va pas rentrer, mais il y a Oui. vraiment une histoire personnelle Ouais. derrière avec ce Hanzo chat fantôme que Lucas a vu, hein, le film fait Oui. en rotoscopie exactement. Exactement, oui. Bah, quand on avait parlé, pour ceux qui suivaient nos podcasts sortis par semaine, on avait fait un petit épisode où de souvenir c'était moi qui étais Ouais, dessus. exactement. Et on avait beaucoup rigolé donc, au moment de la conception de ce podcast sur un passage que déjà on n'arrivait pas à enregistrer. Et aussi sur le film, puisque Ethan me l'a envoyé sans que je sache rien, un petit peu en kamikaze. Il m'a dit va voir ce film, donc je suis allé le voir et j'ai dit mais pourquoi tu m'as conseillé ça? Parce que je n'en ai rien retiré. C'est-à-dire un peu c'est exactement ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que c'est pas mauvais. Il y a quelques thèmes intéressants, le thème du deuil. Souvenir, on en avait parlé, je crois, dans le podcast de présentation. Mais tout est en surface puisque ça reste quand même très enfantin. Alors que pour le coup, c'est pas une description que j'aime dire pour les films d'animation, puisque pour moi enfantin. C'est souvent un peu l'excuse parce que c'est un film d'animation. Là, pour le coup, c'est quand même très enfantin, alors que ça parle de sujets importants, mais ça reste tellement en surface que le scénario effleure totalement même la relation avec Hanzo, justement, qui est le chat de la famille, justement, dans lequel évolue la protagoniste principale. Donc voilà, donc c'est un film qui... plastiquement pas mauvais, voilà, comme a dit Ethan, la rotoscopie c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien fait, mais c'est le genre de film où vous n'en retirez finalement pas grand chose, que vous passez pas un mauvais moment. Qui l'a vu de toute façon. Personne l'a vu de toute façon, donc voilà. Des gens l'ont vu quand même, pas personne. Oui, mais voilà, donc c'est pas, ça c'est pas un vrai flop parce que c'est pas un mauvais film. Oh, j'ai envie de dire si tous les mauvais films étaient comme lui, moi ça m'irait quoi. C'est pas le cas. Mais voilà, c'est pas un film que je recommande. Voilà, je l'ai vu un peu par curiosité. Bah voilà, curiosité. Non, mais alors, je vais faire rapidement parce qu'ensuite on passe vraiment à la suite du classement. Mais en fait, c'était les périodes aussi où on faisait de façon un peu moins restreinte cet agenda des sorties. On essayait d'en mettre un paquet avec les moindres infos. Et aussi, on voulait voir les films avant de vous en parler dans l'agenda des sorties, ce qui était compliqué. Donc, on essayait de voir ceux où on avait la possibilité de le faire. Sur celui-ci, on avait la possibilité. Puis après, on a juste fait moins de films. Ou alors, on a vraiment essayé de trouver un intérêt pour pouvoir parler de choses qu'on a vues, quoi. Parce que pas non plus vous envoyer voir Borderland comme dans le premier épisode, hein, où pourtant je l'avais vu. Hein. Et que Ethan était allé voir avant. J'avais pas spécialement dit d'aller le voir, j'avais juste fait une sorte de pub autour en disant que voilà, on n'y retrouvait pas les vraies choses du jeu vidéo, ce qui est totalement vrai, parce que c'est vraiment un film pour enfants limite, alors que le jeu vidéo c'est connu comme étant ultra violent. Un petit peu, ce que j'allais dire, un petit peu bas border justement. Exactement. Alors là, du coup, il en reste 3 dans ces mentions déshonorables. Alors là, c'est 3 films qu'il y a des gens, des personnes ont vraiment apprécié ces films-là. Donc déjà, il y a le premier, donc vu que je suis tout seul à l'avoir vu, je pense que c'est pour ça qu'il se retrouve ici, parce que Lucas aurait pas aimé, mais je pense pas qu'il l'aurait mis non plus ici, c'est juste que moi j'ai détesté. C'est Twister, parce qu'en fait, c'est un film sur les catastrophes naturelles, donc déjà ça me plaît pas du tout. Me suis un peu forcé à aller voir parce que j'avais accompagné quelqu'un, et ouais, franchement, c'est tout ce que j'aime pas. Je trouve que les personnages sont complètement ridicules, que pour un film sur catastrophes naturelles, la première scène, c'est la plus impressionnante du film, la toute première, alors que le climax, etc., se veut impressionnant, mais pas du tout. Ça essaie de jouer avec cette peur des tornades, mais pour moi c'est complètement raté. Donc ouais, non, franchement, j'ai pas passé un très bon moment, j'ai trouvé très très long. Et alors ensuite, il y en a un autre, donc ça c'est Lucas qui l'a vu tout seul, moi je l'ai pas vu, c'est Godzilla Minus One. Alors des gens l'ont adoré. Alors, oui, c'est ce que j'allais dire, je pense que je vais peut-être déjà me faire des ennemis là-dessus. Alors encore une fois, c'est mention désirable, c'est pas un mauvais film. Maintenant, je trouve que le film a quand même quelques défauts assez notables. Déjà, je trouve, pour un film justement sur une catastrophe un petit peu inconnue, voilà, puisque Godzilla, on va pas refaire l'histoire de Godzilla, puisque c'est quand même une histoire assez classique, assez connue, les personnages font que parler. C'est-à-dire qu'ils expliquent tout ce qu'ils font. Donc moi, je suis
après je suis d'une école un petit peu de ce que j'aime dans le cinéma, où c'est soit des dialogues très utiles ou alors des longs plans ou des compréhensions un petit peu induites. Là, effectivement, le film est hyper lisible, donc pour certains blockbusters, c'est pas trop gênant. Là, pour le coup, pour un blockbuster qui se veut un peu différent des autres, je trouve que ça utilise vraiment des poncifs très usés. Et ça surexplique en fait à chaque fois tout ce qui se passe. Donc ça c'est mon premier défaut. Et le deuxième défaut, alors je vais pas pouvoir le raconter trop parce que c'est la fin, c'est clairement le climax final, un petit peu voilà toute la scène finale et surtout la toute dernière scène du film que je trouve est complètement gratuite et en termes d'écriture assez mauvaise. Donc voilà, c'est pas un mauvais film, puisque après, en termes des scènes d'action, sont quand même très réussies pour le coup. La représentation du mythe de Godzilla sur son côté inquiétant, pesant, dominateur est très bon aussi. Mais voilà, le problème c'est qu'il y a tout en fait une couche de surface qui moi m'a complètement faire descendre en fait mon appréciation du film. Mais encore une fois, voilà, comme a dit Ethan, c'est des mentions déshonorables, c'est pas des mauvais films forcément, ou ça peut être aussi des films pas trop mauvais mais qu'on n'a pas aimé. Oui, là on voilà. est vraiment moins dans les films qui auraient pu finir dans les flops, par rapport au tout début où c'est des films qui auraient clairement pu finir dedans, là non, comme celui-ci aussi, j'avais aucune envie de le mettre dans les flops, et comme je suis le seul à l'avoir vu aussi, il était assez bas, il rentrait pas dans le top 100 non plus, parce que moi, c'est simplement tout ce que je déteste. Alors, des gens l'ont aimé, des gens ne l'ont pas aimé. C'est le Nosferatu de Egger, donc que j'ai vu très récemment. Je crois que c'est même l'un des derniers que j'ai vu de cette année, parce que je l'ai rattrapé début 2025. Donc voilà aussi pourquoi il est sorti un peu plus tard ce bilan fin d'année. Parce qu'en fait, c'est tout ce que je déteste. C'est-à-dire que déjà, moi, je suis pas trop, on va dire, film un peu tout ce qui est rituel satanique, les personnes possédées ou quoi. Moi, je rentre pas du tout dans les choses comme ça. Ça ne m'atteint pas du tout dans le genre me faire peur, etc. Donc déjà, il y a cette première chose ratée. Et puis aussi, je trouve que la mise en scène, c'est même souvent la même chose en fait pour ceux qui l'ont vu. Vous allez voir les premières fois on arrive à avoir un peu peur, à sursauter, et en fait vu que c'est tout le temps pareil, et en fait on perd ce mythe là. Autre chose, alors moi j'ai vu des gens qui l'ont dit mais je suis totalement d'accord, je trouve que le vampire est absolument atroce quoi. Il ne fait pas peur du tout, ceux qui l'ont vu, vous allez voir, c'est un espèce de moustachu, on dirait limite Jim Carrey dans le Sonic. Vraiment, je trouve qu'il ne fait pas peur du tout. Et puis voilà, en fait, pour un film si important que ça, et Nosferatu, il y en a eu pas mal, je trouve que celui-ci a pas quelque chose de grand. La seule chose qui est, de grand et d'assez différent pour sortir, la seule chose qui est pas trop mal, et j'en rejoins aussi certains sur ça, c'est vraiment ce jeu de lumière qui est fait, c'est-à-dire que le jeu entre le noir et blanc, la couleur, et surtout l'exposition, la surexposition, pour notamment les vampires qui peuvent pas qui peuvent pas survivre quand il y a du soleil, tout simplement. Donc c'est un peu ce qui réussit, mais franchement moi j'ai passé un moment très très long parce que c'est vraiment pas le genre de film que j'aime, et j'attendais de ce film parce qu'on en parlait qu'il me surprenne un peu, il m'a pas du tout surpris et pas fait adhérer au genre du tout, donc voilà, je suis la personne avec qui je suis allé aimer, mais c'est assez différent, il y a des gens qui aiment pas du tout, et je pense par contre que de façon générale les gens sont assez d'accord pour dire que c'est le pire film du réalisateur. Ouais, je crois que certains disent avec The Northman, mais je pense que même Nosferatu est en dessous. Ouais, de ce que les gens disent en tout cas, voilà, donc c'est assez de façon générale, je sais pas si vous l'avez aimé, sûrement que oui, il y en a qui l'ont adoré, ça c'est sûr, rien que dans nos cercles d'amis proches, il y en a qui l'ont beaucoup aimé. Voilà, moi c'est juste pas du tout ma cam, mais de toute façon c'est très subjectif aussi, c'est vrai qu'on l'a pas dit au tout début de ce podcast, mais voilà, on n'est pas du tout science infuse ou autre, non, c'est très très subjectif, et si des gens ont mis Nosferatu dans le top, je peux comprendre, c'est pas non plus une honte, et c'est pour ça qu'il est dans mention déshonorable, et vous verrez c'est pareil, dans d'autres films qui vont être bas, il n'y a pas du tout de comprendre pourquoi est-ce que ces gens n'ont pas aimé. Il y a de nos flops qui je pense peuvent se retrouver dans des tops. Dans nos flops par contre moi j'ai pas du tout le même avis que toi, enfin on en discutera, mais je pense dans nos flops vraiment... Moi je pense qu'il y en a un en particulier qui est dans le flop qui peut finir dans le top des gens, et je peux comprendre d'une certaine façon. Moi du coup je vois duquel tu parles, on va en discuter, mais pour moi non, je vais expliquer aussi ceux qui défendent ce film là, je ne comprends pas du tout, on en reparlera ici, parce que on va passer, avant de passer au flop, parce que c'est quand même le plus intéressant de cette première partie, je veux quand même qu'on parle rapidement d'une autre catégorie que j'ai créée aussi. Ils n'ont pas eu leur place dans le top 100, alors en fait c'est surtout pour parler de pas mal de films que Lucas et moi avons vus, mais juste pour l'évoquer rapidement, et un ou deux parce qu'on savait pas trop où les mettre, on s'est dit il faut quand même qu'on les mette dedans. Que ça soit digeste aussi, écoutez quoi. Voilà, et puis parce qu'il faut savoir que même dans ça, il y a des films qu'on a vus, qu'on a même pas mis dans ce classement, c'est-à-dire qu'il y a des films qu'on a enlevés dans les moments, un dont on va peut-être parler, moi je pense à la période des Oscars, c'est The Outrun que toi tu as vu. On va pas du tout en parler, ça sert à rien, on en parlera pour les Oscars si si l'actrice est nommée effectivement pour meilleure actrice, ce qui est possible, on en rediscutera à ce moment-là, mais ouais, donc il y a pas mal de films qu'on a vus qui ne seront même pas cités, on vous l'a dit au début, 170 films différents, on n'a pas parlé de 170 quoi. Donc ils n'avaient pas leur place dans le top 100. Ah oui, et je ne l'ai pas dit au début, c'est vrai, mais Lucas ne connaît pas le classement. J'ai parlé un peu fort, excusez-moi. Je disais, Lucas, je ne l'ai pas dit au début, mais Lucas ne connaît pas le classement. J'ai vu, alors par contre pour la petite anecdote, la gueule du tableau Excel qui a été utilisé pour le classement, ça partait très mal. J'ai quand même
utilisé, pour être honnête, une ou deux formules pour sauver un peu le truc, parce que sinon je pense que le podcast on le tournait au mois de mars, parce que Ethan était en train de tout comparer à la main. Donc... Ouais, je voulais vraiment, mais en fait non, il fallait le jouer en formule, Voilà. mais visuellement du coup il y a des choses qui ont été un peu modifiées. Oui, ou quoi, voilà, parce mais que... comme on a dit, c'est pas quelque chose de mathématique finalement, Non. c'est très proche de quand même un petit peu la moyenne des deux classements, mais Mhm. le but c'était quand même de faire quelque chose d'épuré et de quand il y a des films certains assez hauts que l'autre n'a pas vu ou inversement dans des films assez bas, bah effectivement le but c'est quand même de donner une évolution assez intéressante à Voilà. pouvoir discuter. Mais tu ne connais pas le Et je classement, ne connais voilà. pas le classement, Non. je ne connais ni le premier ni le dernier. Donc, Voilà, et donc ni ce qui rentre, ni ce qui du coup. rentre, mais bon, après voilà, j'ai pas fait des choses, enfin, j'ai Oui. vraiment pris en fonction de ses J'ai goûts. quelques, voilà, puisqu'on a je l'ai parlé tout interrogé au long de l'année, avant. façon Oui, bien sûr. des films, donc je vois à peu près ce qu'il a beaucoup aimé. ce qu'il Et a puis moins je me aimé, etc. prends un peu aussi surtout nos classements, donc c'est pas pris en traite, etc. Et, enfin Oui. voilà, vous verrez, mais donc voilà, donc dans les mentions, donc pas dans les mentions déshonorables, mais ils n'avaient pas leur place dans le top 100. Alors nous avons deux films juste qui sont totalement oubliables, c'est Silex and the City et Maya dessine-moi un titre. Maya dessine-moi un titre qui est un film de Michel Gondry quand Oui. même, donc c'est une œuvre très intimiste qui nous a pas spécialement touché, mais bon ça nous a fait Ouais. plaisir de C'est revoir. mineur, c'était pas méchant Non, comme non, œuvre, enfin voilà, c'est pas juste mauvais. qu'on le mais reverra c'est- jamais, je on reverra pense, jamais. mais voilà, avec la voix de Pierre dedans. Donc il y avait Beetlejuice 2, parce que bah, on a tous les deux, moi déjà j'avais été un peu en dehors de la hype du premier, parce que je l'ai rattrapé tard, et je trouvais qu'il avait mal vieilli quand je l'ai vu. Et voilà, le 2 juste est un film complètement osef, Ouais. quoi. Enfin, Et moi, il- si je peux mettre un petit mot, pour moi, Tim Burton est sur le déclin et malheureusement, j'aurais pu croire que ça aurait pu le relancer, mais pour moi, Bah, ça ça- montre juste qu'il n'a plus vraiment Ça d'inspiration. va le relancer et- économiquement, parce que je pense Économiquement, que oui. de voir à quel point, ça c'est un autre problème qu'on va beaucoup évoquer dans ce podcast, donc comme il y a eu la crise, les grèves à Hollywood, Ouais. etc., et que maintenant on est vraiment aux États-Unis de plus en plus à cette course à la rentabilité, bah, j'ai peur que les films comme ça, donc on va voir pour Burton une autre Oui. situation, où quand on voit le succès énorme en salle des suites, Oui. et qui sont d'ailleurs pas souvent de très mauvaise qualité ou de mauvaise Oui, qualité en ou soi, de c'est moins pas bonne des- qualité. C'est pas des navets complets, quoi, mais... Oui, bon, ça peut arriver, mais je veux dire, voilà, quand on voit ça, en fait, on se dit que Burton va s'empêtrer dans Oui. des suites et plus rien tenter, parce que l'un des films de Burton qui est quand même pas mal, je sais pas si tu as vu celui-ci, c'est Big Eyes, Non, et j'ai ben pas justement, c'est une œuvre qui changeait tellement de ce qu'il faisait et qui a tellement Ça peu a marché vidé, qu'en ouais. fait, on se dit, voilà, faut être rentable, Ouais. on va pas faire d'œuvre comme ça, quoi. Mais voilà, non, moi personnellement, Burton, je pense que ma dernière appréciation, ça doit être sûrement le Big Fish, ou alors je vais prendre le Sweeney Todd qui arrive après, qui est quand même un petit peu sympa, mais à part ça, moi, j'ai complètement déconnecté. Moi, j'aime bien, après, j'ai moins vu les derniers que toi, t'as pas du tout aimé, mais après, moi, j'en ai plus que. Déjà, j'aime Oui, bah plus ce déjà Alice réalisateur au que Pays toi. Merveille que toi t'aimes, que moi je déteste par exemple, Ouais, voilà, moi, que je j'ai- n'ai même pas fini, donc c'est pas un film que j'estime, que je dis que j'ai vu, mais j'ai dû voir un bon 2/3, j'ai détesté, donc voilà, Ouais. pour moi Burton, malheureusement, c'est plus pour moi, quoi, tout simplement. Ouais, voilà, tout simplement. Alors ensuite, donc un autre film qui, moi je pense que c'est l'arnaque de l'année, c'est Sans un bruit jour 1, parce qu'en fait c'est un film qui est vendu comme un spin-off, qui n'en est pas un, je pense que c'est juste pour patienter le troisième. Donc voilà, enfin on n'en apprend pas plus sur l'origine des aliens, le duo est moins bien que les Oui, duos qu'on a d'habitude. Et je trouve que même le concept Sans un bruit marchait mieux dans les deux premiers, parce que là j'ai l'impression que ça gueule pendant tout le film, Ouais, c'est vrai. de me souvenir. Donc voilà, ça paraît encore une fois pas un mauvais film. Non, mais c'est c'est-à-dire quand on même, passe pas c'est un quand même mauvais une moment, arnaque, c'est quand même une mais arnaque. c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais pour c'est le surtout coup. une arnaque, parce que c'est vendu comme un Oui. spin-off quand même, c'est Alors pas du que- tout un spin-off quoi, donc c'est ça le problème. Ensuite, alors celui-ci, c'est une comédie qui s'est beaucoup fait tirer dessus, que moi j'ai trouvé pas si mal que ça, Lucas Osef, et moi je trouvais, pour en avoir eu pas mal des comédies françaises cette année, Moi, qui j'en sont ai d'ailleurs vu pas beaucoup, dedans, ouais. il y a eu énormément de mauvaises comédies françaises, celle-ci était pas si mal, elle avait la bonne idée de surfer sur les JO, comme personne l'avait fait, c'est l'esprit Coubertin qui passait bien pour moi j'ai passé un bon moment dedans, on allait juste pas le mettre dans le top 100 parce Oui. qu'on a des films entre guillemets plus bankable et qui nous ont plus touché qu'on Oui. avait parlé, mais voilà, celui-ci, il Oui, avait en pas soi, tapé dans le top 100, mais... voilà, comme a dit Ethan, c'était pas un mauvais film. Moi, voilà, je trouve que c'est juste un peu répétitif, ça s'essouffle. Il y a un autre film, je sais pas s'il l'a mis dans le top, donc je vais pas en parler, qui a pour moi le même problème, on a déjà parlé. Ouais, mais ça se trouve, il est même enlevé, je sais pas. Il est pas enlevé. Bon, Ouais, tu peux dire c'est quel. c'est les pistolets en plastique. Qui, Bah, il est pour moi- dedans, mais on en Bon, reparlera voilà. tout à l'heure. On en quand parlera l'évoquera. tout à l'heure, mais que j'ai un petit peu le même problème, mais de manière un petit peu différente. Mais voilà, Oui, c'est pas puis- mauvais, mais c'est pas le truc que tu vas Ouais, retenir. puis moi, l'esprit Coubertin, de toute façon, enfin, il pourrait être même dans le top 100 pour moi, mais c'est comme c'est pour nous deux que c'est un Oui, film un peu c'est moins, un on l'a peu, mis ici. Il y a un autre film, alors celui-ci, moi je l'ai pas aimé, mais c'est très personnel aussi, Lucas l'a pas vu, c'est Long Legs, qui est une proposition pas Ah oui, si j'ai mal pas que eu ça. Voilà, le film a assez bien marché, moi comme j'ai dit, en fait, surtout je m'attendais à voir alors ceux qui l'ont vu, je m'attendais, comme nous vendait le synopsis, c'est pas la bande-annonce, un film de traque entre un tueur en série et une policière, une agent de police. En fait, pas du tout, c'est un film un peu comme ça, mais sous fond de rituels sataniques et de choses un peu paranormales, donc...
ça m'a vraiment pas touché, etc. Et surtout, ce film-là, on en a entendu parler parce qu'il y a eu une sorte de mini-pétition sur Twitter, etc. de gens qui espéraient voir Nicolas Cage, qui joue dedans, nommé aux Oscars dans les meilleurs second rôles, parce que c'est vrai qu'il joue un personnage assez décalé. Pour moi, ça m'a fait rire, mais bon, je pense qu'il sera pas écouté par l'Académie. Par contre, Nicolas Cage, là, a fait un petit, on va dire, retour entre l'année dernière et cette année, puisqu'il avait aussi fait le Dream Scenario, qui avait eu aussi un petit buzz comme ça sur son jeu d'acteur aussi, donc... Ah oui, il est sorti, mais non, il est sorti... Il est sorti l'année dernière, en 2023. Oui. Ouais, puis il y a le The Surfer aussi, qui The malheureusement Surfer, pas dans ce alors classement. que moi j'ai pu voir, mais qui malheureusement n'est pas sorti. On attend une date de sortie pour The Surfer. Mais j'aurais bien aimé. Hein. Mais voilà, donc peut-être en 2025, l'année prochaine, à peu près à la même période, on vous fera un classement où il y aura The Surfer dedans. Oui, et puis si jamais il a toujours pas de date, on en retrouvera toujours l'occasion d'en parler, parce que je pense que c'est une des séances les plus marquantes que tu as vécues. C'est là, je pense, meilleure séance de ma vie. Voilà, sans parler de la qualité du film, ça je vous raconterai de la qualité du film. C'était, pour ceux qui étaient peut-être au Grand Théâtre à Cannes, donc sur la séance de minuit, une des meilleures séances que j'ai pu faire de ma vie en termes d'ambiance, en fait. Oui, voilà, exactement. Mais on aura l'occasion d'en reparler, ça, c'est sûr, un jour. Alors dedans, on a aussi Emmanuel d'Audrey Diwan. Oui. Alors, on a vu ensemble. On a vu ensemble. Moi, je le trouvais pas si mauvais que ça, même si le film s'est beaucoup fait détruire. Moi, je le trouvais pas si mauvais que ça. Je trouvais que c'était assez réussi. J'aimais pas trop aussi la façon dont les gens lui tiraient dessus, un peu injustement, avec des arguments qui pour moi n'avaient pas lieu de rentrer en ligne de compte. Voilà, de ceux qui ont dit, par exemple, c'est un argument qu'on a vu plusieurs fois, hein, que Noémie Merlan qui joue Emmanuel, voilà, Emmanuel c'est un film un peu érotique qui joue un peu sur le désir féminin, de ceux qui disaient que Noémie Merlan n'était pas capable d'incarner ça. Moi je trouvais ça totalement faux, parce que moi je l'ai trouvé vraiment très très bien dans son film, très convaincante. Juste voilà, je me suis un peu perdu comme beaucoup de monde sur l'ambiance et tout ce qu'il y avait autour. Mais moi c'est pas un mauvais film du tout, il est pas dans les mentions déshonorables, c'était quelque chose qui aurait pu être dans le top 100, mais on l'a mis dans, il ne mérite pas le top 100 entre guillemets. Pour le coup, j'ai moins aimé qu'Ethan, parce que je retrouve quelques qualités quand même au film. Un grand seigneur. Je trouve quelques qualités au film, notamment j'en avais parlé en sortant un petit peu de toute cette ambiance hôtel qui est justement quelque chose d'assez chaleureux de faire ça dans un hôtel, mais aussi de un peu déshumanisé, puisque c'est un lieu de passage finalement, un hôtel. Donc j'avais trouvé quelques idées de mise en scène intéressantes, mais je trouve que le film s'empiètre dans son propos. La fin, je la trouve catastrophique, moi personnellement. Là, vraiment, la dernière scène, c'est complètement l'archétype de ce que je pensais que j'allais voir pour ce film, mais que je ne voulais pas voir. Ouais. Exactement la scène de fin, enfin je parle vraiment du dernier moment. J'ai oublié la scène. Ah si, je peux pas le raconter ici. Ouais. Et on a quelqu'un dans la salle aussi qui était avec nous, donc qui est sur un autre podcast, qui s'est levé et a crié n'importe quoi. Enfin, il a pas crié, mais voilà. Donc ça nous a fait beaucoup rire, qui m'a fait peut-être plus plu que le film que je venais de voir juste avant. Oui, c'est ça. Ouais, on n'était pas beaucoup. On était le jour de la sortie en plus. Hein. Bah oui, je crois qu'il y avait nous. Il y avait c'était Nicolas Martin, il s'appelait du podcast réalisé sans trucage. Et il y avait, je crois, 2-3 personnes derrière nous, alors que c'était le jour de la sortie. Je pense que le film n'a pas trop marché. Non, il a fait. C'est un des plus gros flops de l'année au niveau du budget. Dire, Si. Alors vraiment, il fait partie des plus gros flops de l'année. Pas forcément en termes d'entrée, mais en fonction du budget et de ce qu'il a rapporté au box-office. Après, voilà, on sait que ça veut pas spécialement dire grand-chose en France, parce que c'est pas l'objectif. Mais il a quand même fait un flop assez immense pour une licence qui est assez connue. Hein, quand et même. Audrey Diwan qui ressortait, parce que je crois que c'était son film juste après l'événement. Oui, elle avait coécrit certaines choses. Qui avait eu quand même des prix assez importants, quoi. Donc Audrey Diwan qui avait quand même coécrit des choses entre-temps. Mais oui, réalisé, effectivement, elle sortait de ça. Donc voilà. Alors ça, c'est l'inverse du coup du film d'avant, c'est que Lucas l'a un peu mieux aimé que moi. Moi, je l'ai trouvé moyen. C'est Mondays, comme un lundi. Ah oui. Le sort de remake japonais, mais pas tellement, parce que c'est quand même un peu différent du Jour sans fin, tout simplement. Mais un peu différent. Voilà, moi, c'est juste que... Alors, contrairement aux gens... Alors, les gens ont plutôt, je crois que c'est même le cas de Lucas, n'ont pas aimé la partie où il y a la boucle temporelle, parce que c'est un petit peu classique, et ont aimé justement ce décalage, parce que le film tourne un peu pour montrer autre chose après. Moi, à l'inverse, c'est plutôt la partie de boucle temporelle où je trouvais qu'elle a été assez bien faite, et ça m'a plu. Et après, quand le film a tenté d'aller dans un autre thème, ça m'a moins plu. Ouais, bah moi on pense tous au film, comment il s'appelle, Le Jour sans fin de Bill Murray. Moi, je suis pas un grand fan de Bill Murray, donc c'est déjà pas un film que j'aime énormément. Moi, bien, j'ai vu il y a pas longtemps. Pour le coup, en termes de boucle temporelle, un film que j'aime bien, moi, c'est plus le Edge of Tomorrow avec Tom Cruise. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui, je trouve, marche mieux. Mais voilà, donc c'est pas la boucle temporelle. En fait, je trouve que c'est un film à concept, tout simplement. Enfin, c'est vendu comme ça, et je trouve que c'est un concept qui cinématographiquement s'essouffle en fait assez rapidement. Et les deux fois où j'ai eu un petit peu affaire à des films comme ça, j'ai eu le même problème, puisque avec Le Jour sans fin, j'ai globalement le même avis. Voilà, c'est un petit peu différent, c'est un peu mieux parce qu'il y a le côté un petit peu culte. Il y a Bill Murray, sans être un grand fan, qui est quand même assez rigolo dedans. Mais moi je le trouvais très bien. Oui, je parlais en mon nom. Mais voilà, donc non, voilà, typiquement le film un petit peu que j'aurais pas vu, honnêtement, ça n'aurait pas, je pense, impacté grandement mon rapport au cinéma. Et puis là, ça fait déjà un petit moment qu'on est là, on n'a pas encore évoqué les flops ni commencé le top 100, mais les deux derniers, de toute façon, il
y a que moi qui les ai vus, donc on va les évoquer rapidement. Alors on en a un, donc c'est le It Ends With Us, Jamais Plus, qui a extrêmement marché en France, parce que c'est le livre de Colleen Hoover, qui est un best-seller en France, qui est extrêmement vendu. C'est le New Romance qui plaît ce qui est à la mode. Bon, c'est un film Netflix, tout simplement. C'est un film Netflix, mais que moi réussi. En tout cas, si vous aimez bien ce genre de film sur les triangles amoureux, etc., il va vous plaire, tout simplement. Moi, je trouvais ça pas si mal, parce que c'est dans cette veine-là, mais ça n'a pas sa place au cinéma du tout. Ça fait énormément d'entrées, ça a très bien marché, donc tant mieux pour ça. Et surtout, c'est un des films où il y a eu le plus de drama autour, que ce soit avant la sortie, pendant, entre Colleen Hoover, entre, comment elle s'appelle, Blake Lively, la femme de Ryan... Reynolds, exactement. Et c'est qui déjà l'acteur ? Je sais plus. Mais bon, bref, un film à drama monstrueux dont on a beaucoup parlé pour ça, surtout dans la commu, entre guillemets, de gens qui vont régulièrement au cinéma. Parce que ce film-là, je pense que dans les 1 million, c'est pas spécialement des gens qui sont des grands fans de cinéma qui y sont allés. Oui, plutôt monsieur et madame tout le monde, et c'est du cinéma populaire. Ma mère y est allée, par exemple. Exactement, ma mère aussi y est allée, ma copine y est allée, sa mère y est allée aussi. Enfin, beaucoup de monde nous a vu ce Jamais Plus, qui est ce qu'il est, il est pas si mal, juste il a pas sa place en salle. Enfin, pour moi, c'est plutôt un film de plateforme, mais quand on voit comment il marche en salle, voilà, et ça va convaincre d'autres gens d'en faire d'autres. Donc voilà, et puis le tout dernier, c'est aussi une suite de dessins animés assez connus. C'est Moi Moche et Méchant 4. Alors voilà, il est pas aussi mauvais que le Kung Fu Panda 4, peut-être parce que j'aime mieux la licence. Mais voilà, enfin, déjà il est mieux que le 3, ça pouvait pas être pire que le 3ème que j'avais trouvé horrible. Mais voilà, il ne sert à rien, il y a rien de spécial, il y a pas spécialement de nouveautés, etc. On est juste toujours content de retrouver Gru, il est mignon, mais... Franchement, je pourrais même pas vous dire un truc marquant du film, quoi. C'était vraiment très oubliable et très moyen, mais ça n'a pas sa place dans les mentions déshonorables et les flops, parce que c'est pas non plus nul. Okay. Donc voilà. Bon, bah on est déjà à la première partie. Au bout de 25 minutes, voilà. Exactement, alors 25 minutes, ouais, ça, puis on va pas faire de cut, donc vous l'aurez comme ça aussi. Les rois du cut, pas de rois du cut cette fois. Pas de cut cette fois-ci, ouais. Alors là, donc du coup, c'est pour les flops. Alors là, les flops, c'est un petit peu différent. Donc comme on vous l'a dit, c'est pas spécialement les pires films. Quoique, les 2 premiers flops qu'on va vous donner, c'est vraiment, pour moi, c'est les pires films que j'ai vus parmi les 129 de l'année. C'est pas spécialement des films qui ont été attendus en salle. Juste de tous ceux que j'ai vus, c'est les 2 plus mauvais. J'ai mis un package ensemble, je vais même pas en parler longtemps. C'est Ducobu 5 que j'ai vu. Voilà, le dernier Ducobu Passover. Parce que je pense que même pour les enfants, c'est pas marrant et c'est pas utile. Donc voilà. Et alors que j'avais bien aimé le 1 et le 2, voilà, quand j'étais petit j'avais des bons souvenirs de ça. Plus que ça, ouais. Ah, tu les as pas vus ceux d'après si, j'avais vu le 3 que j'avais pas aimé, le 4 jamais, et voilà le 5, et je ne verrai pas le 6 qui sortira. Ça marche, tant mieux, mais moi je vois même pas comment les enfants peuvent aimer, parce que même moi je l'ai vu dans une séance avec des enfants, parce que c'était une séance presse où il y a des journalistes, je crois, qui emmenaient des enfants, tu sais, dans la salle, et pour faire une sorte de ma première séance, et comme ils font, et en fait il y en a aucun qui rigolait, c'est des enfants très sages, mais aucun n'a rigolé, c'était vraiment pas marrant. Soit ils sont très très bien éduqués, soit... Non, je te dis, c'était juste pas drôle, quoi. Il y avait une blague ou deux, mais enfin c'est vraiment pour les enfants, c'est même pas marrant. L'autre, alors ça, c'est le pire film que j'ai vu cette année, c'est Neuilly-Poissy, donc avec Gérard Darmon. J'en ai entendu parler en running gag, celui-là, toute l'année. Ouais, je vais toujours dire que c'est le pire film que j'ai vu. En fait, c'est un film qui traite de façon humoristique du conflit israélo-palestinien, mais qui est sorti, je pense, à la pire période, parce qu'il était programmé, il est sorti, je crois, quelques semaines après que le conflit éclate encore plus. Et c'est un film juste qui rate tout ce qu'il essaye, t'as l'impression que c'est hyper long, alors que franchement, ça dure pas si longtemps que ça. C'est pas marrant, l'histoire est débile, enfin vraiment c'est... Ça donne envie. Ah, c'était vraiment atroce. J'en ai vu des comédies françaises qui sont pas dedans, parce qu'il y en a plein que j'ai pas mis dedans, mais franchement, c'était vraiment le pire. Donc après, je veux quand même rajouter, c'est pas non plus... pour avoir vu des grosses daubes dans ma vie parmi les nombreux films que j'ai vus, cette année on n'a pas eu de film qui arrivait à ce niveau de daube, c'est-à-dire à limite un 0,5 ou 1 ou 1,5. C'est quand même des films qui sont à 2. Voici, je crois, j'ai mis 1,5. 1,5, j'en ai moins personnellement, mais. Oui, mais alors toi, c'est pas pareil. Toi, tu vois beaucoup moins de daube. T'es moins habitué à la culture de la daube. J'ai fait exprès. J'ai eu une période quand j'ai commencé le cinéma. J'ai des belles merdes sur ceux qui veulent me suivre sur Letterboxd. Mais c'est des films. Là maintenant, en fait, je sélectionne mes films. C'est pour ça que des fois, Ethan me missionnait pour aller voir des films que je n'allais pas voir. Pas Neuilly-Poissy quand même. Non, pas Neuilly-Poissy. Ah si, je t'avais dit pour la vanne, tu peux essayer. Oui, voilà, pour la vanne. Donc Lucas, vous voyez le niveau des blagues d'Ethan. Lucas, vous allez voir, parce que donc, le prochain film, c'est le pire film selon Lucas qu'il a vu cette année. Oui. Et moi, je voulais le regarder pour la blague. Donc Lucas, dis-nous quel était ton pire film de l'année qui est dans ce top aussi. Alors en soi, c'est pas une horreur, comme on a dit. C'est pas les mêmes on va dire les mêmes standards qu'Ethan. Mais c'est pour moi le film qui m'a le moins intéressé, que je trouve le plus vide de l'année. Alors c'est un film qui s'appelle Madame de Sévigné. Je ne peux même pas vous dire le nom de la réalisatrice. Elle était très gentille puisqu'elle était venue sur l'avant-première. Je crois que son dernier film datait d'il y a 10 ans, qu'elle avait eu des galères pour financer son nouveau. Alors ça se ressent. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que le film ne raconte rien, alors qu'il est pas très long, mais on a quand même l'impression qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est un petit peu en fait sur les relations épistolaires donc de Madame de Sévigné, donc par rapport à ses lettres, donc qui sont des vrais écrits. Et en fait, le film, on va dire, les seules idées de mise en scène, c'est de faire lire les lettres par Karine Viard, donc qui joue Madame de Sévigné.
Et on a l'impression qu'en fait le film ne raconte rien. En fait, c'était la réalisatrice qui voulait faire son film historique, parce que c'est quelque chose quand même qui marche quand même pas trop mal. Mais au final, le film, j'ai l'impression de voir une coquille vide. Ça ne raconte rien. Et on a quand même l'impression, et c'est ça qui est assez fort, que ça ne raconte rien, que ça ne va même pas au bout de ce que ça veut raconter. Puisque le film, alors de souvenir, est très court. J'ai l'impression qu'il dure 1h20. Il nous avait expliqué que c'était des problèmes budgétaires. Donc voilà, donc c'est des choses qui arrivent encore plus. C'est pour ça que malheureusement, j'ai détesté. J'ai pas envie de taper énormément sur le film parce que je pense que c'est un film qui a vraiment eu du mal à se faire. Mais le problème, c'est que, on va dire, le produit fini, l'œuvre finie qui en ressort, c'est quelque chose qui est totalement vide en fait pour un film qui, voilà, c'est pas genre par exemple une comédie pas drôle où là, il n'y a pas spécialement de profondeur. Là, c'est quand même un film historique sur un personnage historique. Il n'y a aucun regard particulier sur ce personnage. Enfin, c'est vraiment, tout est plat, tout est linéaire. Donc vraiment, j'ai vraiment pas aimé. Mais c'est plus un manque d'intérêt que des éléments plastiques que j'ai détestés. Parce finalement. que là, il y en aura dans le lot. Qu'on oui, a vraiment ça, pas aimé. Et qui, en plus, ouais, tu vois, c'est lequel je me frotte les mains quand on va dans ce film-là. Ça va être quelque chose, un grand moment, parce que toute l'année, c'était quand vous ne savez pas quoi faire, vous parlez à Lucas, vous lui parlez d'un film qu'on va parler plus tard dans Stop. Et alors, le fait qu'il me dise plus tard, ça veut dire qu'Ethan l'a pas mis trop mal, et ça, je trouve ça déjà scandaleux. Voilà, c'est juste ça, le moment que j'attends, parce que ça va être quelque chose. Mais il faut pas que je le vende, parce que ça se trouve, il va nous... fraîche, hein. Ça se trouve, il va nous se calmer devant. Ouais. Mais donc, bref. Donc, voilà. Donc là, c'était juste les films qu'on a le moins aimé dans le bas de nos classements. Ouais. C'est pas des films qui nous ont énervés, contrairement à d'autres qui vont vraiment être dans ces flops où ça peut nous énerver. Celui-ci m'a pas énervé non plus, parce que je savais ce que j'allais voir, tout simplement. Alors, Lucas, tu l'as pas vu. C'est un film de plateforme. Il y en a quelques-uns. Je me demande même si c'est peut-être pas le seul, parce qu'il y en a d'autres qu'on a vu de plateforme et qu'on n'a pas mis dedans. Moi, j'avais vu American Fiction qui est pas dedans, qui est sorti bien cette année en France. Le Cercle des Neiges, on l'a pas vu, par contre, on l'a pas rattrapé. C'est un peu non raté. Non, Bliss non plus, on l'a pas vu. Mais bref, je crois que c'est le seul film de plateforme qui est dans ce classement, donc qui est dans les flops. Bon, de toute façon, vu l'horreur, c'est Sous la Seine, donc qui a extrêmement bien marché. Bon, ça m'étonne pas, ils vont même en faire un 2, bah génial pour eux, mais en fait, c'est-à-dire que même dans le genre, quoi, c'est un film qui n'assume pas d'être un nanar. En fait, c'est un film sérieux qui, d'un coup, passe au nanar, sans explication, et c'est, voilà... une vanne, c'est-à-dire les acteurs sont en roue libre. Bérénice Bejo, on sait pas ce qu'elle allait faire dedans parce qu'elle joue d'une façon, mais alors que c'est une excellente actrice extrêmement mal. Enfin, alors j'ai pas vu le film, il y a pas une fausse Valérie Pécresse un peu Si, bah c'est le seul truc marrant, c'est le truc marrant du film. C'est pour ça que elle est peut-être au-dessus, mais ouais, non. Sous la Scène, sur tous ceux qui l'ont vu, voilà, ceux qui me disent qu'ils l'ont aimé très bien, mais il y a pas de raison, parce que même dans le genre nanar, on peut aimer les nanars, ce n'est pas un nanar, parce que ça n'assume pas d'être un nanar. C'est-à-dire que Lucas qui n'a pas vu le film, je peux lui dire, c'est-à-dire que c'est un film hyper sérieux, il y a une tension, etc. dessus, bon, qui marche ou marche moins, tu vois. Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y a un requin sous la scène, du coup, bah, donc on le voit, et qui va se mettre à sortir de l'eau pour mettre genre un espèce d'uppercut de la tête à un bateau pour le retourner, et on se croirait dans un truc Sharknado complètement Sharknado, est-ce que j'allais dire. Et voilà, donc en fait c'est ça, et on ne sait pas pourquoi, ça passe complètement à l'énorme nanar. Et voilà, et bon, et bah, écoutez, il y aura une suite, hein, visiblement. Ça va très bien marcher, parce qu'on n'a jamais les chiffres de Netflix. Mais non, mais c'est extrêmement bien marché, c'était top 1, je sais pas combien de semaines. On pourrait les trouver, mais on s'est pas embêté parce que s'en foutent de les chiffres. Et je crois que Netflix, c'est très compliqué d'avoir, à part quand eux-mêmes le communiquent, s'ils le communiquent pas. Ah ouais, mais de toute façon, le film a extrêmement bien marché. Hein. Là, ils vont faire un 2, il y a même pas de doute dessus, ils vont faire un 2. Donc bon, bah écoutez, mais le 2, je ne le regarderai jamais. Moi, vraiment, je l'ai vu parce qu'on était en soirée avec des amis, ils l'ont mis. J'ai regardé parce que j'étais là, mais vraiment je ne regarderai jamais. Ethan regarde ses meilleurs films avec ses potes, donc vraiment. Non, mais celui-ci vraiment il est pas bien. Alors le prochain aussi il est raté. Alors ça c'est encore 2 films, donc Lucas les a pas vus ceux-ci. Alors celui-ci, pour le coup il valait vraiment sa place dans les flops parce que c'est d'un réal qui a fait des trucs pas trop mal, notamment Sans un bruit. Si je vous dis Sans un bruit, Lucas tu sais de qui je parle, le réal de Sans un bruit que tu aimes bien dans The Office aussi. Oui, bien sûr. Comment il se prononce déjà? C'est John Krasinski. Voilà, Krasinski, pas Krasinski. Ah non, pas Kavinsky non. Oui, non. Alors en fait qui nous a fait Blue Family avec tous ses potes américains qui nous font des sorties en voix avec Ryan Reynolds dedans, et en fait c'est nul pas quoi. Canadien, Ryan Reynolds. Oui, mais enfin dire ses potes du cinéma américain quoi dedans, parce qu'il y a plein de, c'est un des films où il y a le plus de caméos vraiment, plus qu'un autre film qui est dedans qui est bourré de caméos aussi. Parce qu'en fait c'est des caméos de voix sur plein de personnages. C'est Blue Family, c'est sur les amis imaginaires, parce que alors c'est un film qui se vend être un film pour enfants, sauf que je ne verrai jamais, et moi pour expérience mon petit cousin l'a vu, il a détesté, mais parce que je pense qu'un enfant ne peut pas rester devant ce film. C'est un film assez long, qui veut se la jouer entre mi-film enfant, mi-film adulte, mais en fait il se perd complètement. Et ouais, vraiment, c'est presque irregardable, quoi. C'est un des films que j'ai le plus de mal à terminer, parce qu'il sait pas trop où il va, parce que c'est flou, même si le thème est original, voilà, sur les amis imaginaires.
Et voilà quoi, c'est exactement ce que j'avais eu. Un premier collègue journaliste qui m'avait dit, première fois qu'il l'a vu, il m'a dit j'emmènerai pas mon fils voir ça. Et du coup moi je l'ai vu après, j'ai eu mon cousin qui l'a eu aussi. Et en fait ouais, je ne sais pas comment les enfants ont pu regarder ce truc, qui a pas si mal marché en plus je crois. Donc voilà, Blue Family que je ne vous conseille surtout pas. Alors un autre, alors celui-ci fait un peu plus mal, mais de toute façon j'avais entendu avant de le voir qu'il était pas très bon, heureusement. Mais c'est d'un bon réal, enfin c'est un des deux réals qui le fait. C'est le film de Ethan Cohen, Drive Away Dolls, qui est juste horrible. Et ça je ne comprends pas que les gens, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le défend. Moi pour le de coup toute ce que façon. j'allais dire, moi j'ai entendu que du négatif sur ce film. J'ai Non, pas mais pu le voir alors il est que atroce. j'aime beaucoup les Cohen, mais j'avais peur un petit peu de Ben, perdre. alors ouais parce que moi du coup j'aime bien les Cohen aussi, j'ai beaucoup vu de leurs films cette année, donc là c'est Ethan Cohen tout seul, ça reste dans la veine des Cohen aussi, parce que alors pour faire court en fait c'est un couple lesbienne, lesbien on dit lesbien, les couples lesbiennes ouais, avec notamment Margaret Qualley dedans, Ouais. qui joue aussi dans ce film là. C'est grosse année pour elle par contre. Ouais, ben, elle en a eu dans pas mal de films, donc elle joue aussi dans ce film-là. Donc voilà, qui va partir en une sorte de road trip, quoi, voilà, un peu à la Cohen, un road trip, et en fait, elles vont se tromper de valise, je crois, donc c'est une valise avec des godes dedans, justement, voilà, tout simplement, et elles vont se tromper, et je crois prendre quelque chose qui est une preuve de culpabilité pour un grand criminel, qui du coup va demander à deux tueurs à gages qui ont des bras cassés de les suivre sur leur road trip, et voilà, on va suivre un peu leur aventure de couple qui bat de l'aile, etc., avec tout un délire autour. Et surtout c'est un film, alors il y a des effets de mise en scène, c'est-à-dire qu'il y a des transitions de temps en temps, avec des musiques un peu sourdes et des gens qui dansent avec une sorte de lumière, enfin, c'est un peu bizarre, et tu te rends compte que c'est deep, qu'est-ce que ça fait là. Le film dure 1h20 parce qu'il n'était pas inspiré, et vraiment c'est catastrophique quoi, il n'y a rien à retirer, et ouais non franchement restez ensemble les deux frères, parce que là tout seul, c'est une... Et je crois que pareil, il y avait un autre film qu'un des frères Cohen avait fait tout seul, je crois que c'est Joel Cohen et pareil, était pas bien aussi. Ouais, ça j'ai pas Je vu sais, non il me plus, semble, mais en tout cas, ouais, c'était vraiment pas bien du tout. Et ça, c'est déception parce que les Cohen, on les aime, même si je savais avant que ça allait pas être bien. Oui, il y avait déjà eu Donc, le premier retour. Mais franchement, bon, ça aurait il pu est- être une attente déjà de base de l'année. Oui, mais effectivement, beaucoup de gens l'ont vu dès le début, on Ouais. pas aimé. Hein. C'est vraiment, vraiment pas bien, horrible. Alors là, on vient sur des films, tous les autres qui vont arriver, c'est des films qu'on a vus tous les deux. Ça, c'est un film qu'on a vu récemment ensemble. C'est Les Femmes au balcon de oui. Noémie Merlan. Alors, une proposition. Alors, Lucas a un peu mieux aimé que moi, mais moi, je vais commencer. Moi, le gros souci de ce film, en plus d'être un peu ridicule, mais en fait, c'est ça le problème, c'est que le film est ridicule et ne s'assume pas comme un potiche. Et c'est ça le gros problème pour moi. C'est que c'est un film qui va transmettre un message important, mais qui pour moi le fait très mal. Qui n'est pas spécialement drôle, quoique ça va de temps en temps. L'intrigue est un peu longue aussi, mais voilà, surtout c'est comme Sous la scène, même si c'est pas du tout le même style de film. En fait, c'est un film qui n'assume pas d'être un film potiche et qui va jongler entre le sérieux, mi-potiche. Et moi, c'est ce qui m'a dérangé. C'est pour ça qu'il est aussi bas. Toi, Lucas, je sais que tu l'as mis bas aussi, mais je oui, sais pas il est si bas, tu mais l'avais- pas. J'ai pas autant détesté parce que effectivement, moi j'ai moins ressenti ce côté non assumé. Moi, c'est un petit peu un problème. Alors, je sais que c'est pas une première réalisation puisque Noémie Merlan en avait fait un autre avant. J'ai plus le nom, je suis désolé. Mais pour moi, il y a un petit peu l'archétype typique du premier film de vouloir en faire beaucoup, beaucoup trop. Et du coup, moi, j'en retire quelque chose d'assez artificiel. C'est un petit peu contré par, comme a dit Ethan, ce côté un petit peu exubérant. un C'est petit pas peu... coécrit avec Audrey Diwan, celui-là? Non, c'est Non, coécrit avec Céline Céline Sciamma. Sciamma, oui, parce que Ouais. Céline Sciamma aussi dans un autre film qu'on n'a pas mis dans Stop, mais que j'ai vu, c'est Nikki, le Oui, j'ai pas biopic vu, sur moi. Nikki de Saint-Phal, qui souffre un peu des mêmes problèmes, hein, c'est-à-dire que c'est, enfin, qui est une première réalisation, il y en a beaucoup dans Stop, vous allez voir, c'est les premières réalisations, et il y a, enfin, ou type de première réalisation de gens qui ne sont pas réalisateurs, et du coup il y a ce problème de vouloir prouver sans raison. Oui. Bon, Nikki on l'a pas mis dans le top, hein, mais, Oui, mais voilà, mais il ouais, serait pas dans les pour flops moi non c'est plus. symptomatique. Oui. Enfin, Ouais. j'ai pas vu Nikki, mais je veux dire Les Femmes au balcon et pour d'autres films dont je pense qu'on parlera un peu plus tard, donc qui déjà sont au-dessus de celui-là, ce qui me. Bon, parce que celui-ci on l'avait Ce quand même mis qui très bas m'agace tous les deux. Oui, hein. c'est Là vrai c'est que aussi y ça, en a parce qu'il y a un, des oui. films où je les ai un peu mieux. Mais voilà, pour le coup, c'est pas un film que j'ai détesté, mais en fait, je trouve que c'est un film où après il y a un univers. Je pense que ceux qui adhèrent à l'univers aimeront, parce que clairement c'est un film qui s'assume pour le coup dans son univers à 100%. Mais non, justement, Bah il si, s'assume pas moi, en je trouve. potiche, je trouve que ça s'assume en potiche. Bah, moi je trouve quand même entre Noémie Mais- Merlan qui arrive pas à se garer et tout. Oui, Pour mais moi c'est quand même en dès fait, le début du film. le truc, moi, c'est ça, que je suis pas c'est d'accord. potiche, mais à des moments, il va repartir à quelque chose qui n'est pas potiche Ah bah parce du qu'il tout. y a un fond. Ah oui, bah ça pour le coup. Oui, mais moi je trouve pas que c'est mal fait parce la que barrière est mal foutue, je trouve. moi je suis pas forcément d'accord. Moi c'est plus voilà, dans le fait que c'est une première réalisation, c'est hyper maladroit, donc en soi c'est pour ça que j'ai pas détesté, parce que pour moi il y a un petit peu le, comment on appelle ça, alors on va dire que j'ai généralement avec les premières réalisations, pas tout le temps, un petit peu le, comment on peut appeler ça, l'indulgence voilà du premier film, de vouloir en faire un petit peu trop. Mais voilà, moi c'est pas une proposition que j'ai forcément détestée, c'est pas quelque chose qui m'a accueilli non plus, c'est-à-dire j'ai pas vraiment rigolé non plus pour le coup, alors que voilà, c'est quand même un film qui enchaîne pas mal les gags. Bon, il y a eu 2-3 scènes marrantes. Ah oui, mais, non, mais bien sûr, mais c'est pas, voilà, moi c'est vraiment pas quelque chose que j'ai détesté, je suis pas forcément d'accord moi avec aussi, tout. j'ai vraiment pas. Oui, aimé du Ethan a tout. vraiment détesté, mais voilà, c'est clairement quelque chose que j'ai assez oublié et qui pour moi est symptomatique à chaque fois un petit peu des premiers films, souvent d'acteurs, je parle en tout cas. Alors là ensuite on en a un donc qui était en compétition à Cannes cette année. Ce n'est pas celui auquel vous pensez, c'est Non. Marcelo Oui. Mio de Christophe Honoré.
parce que j'ai trouvé que c'était un film beaucoup trop personnel, qui n'englobait pas les gens. Alors il y a cette idée de base de partir sur une idée qui est très intéressante, c'est celle de, voilà, on perd un être cher, et c'est important de faire, c'est difficile de faire son deuil, et aussi ce souhait de vouloir ressembler à une personne aussi importante qui a servi dans notre vie, etc. Parce que là, du coup, Marcello Mio, c'est l'histoire de la mort de Marcello Mastroianni et sa fille Chiara Mastroianni, qui fait une sorte de transformation en Marcello Mastroianni. Et aussi un être qui est aussi avant tout adulé par les gens extérieurs. Voilà, aussi. Parce que ça rentre aussi. par exemple avec le personnage de Fabrice Lucchini, qui pour moi est la meilleure relation du film, par rapport au personnage de Lucchini, sur l'admiration qu'il avait pour Marcello, quoi. Voilà, mais c'est un film, moi, beaucoup trop intimiste, je trouve qu'il nous met un peu en dehors. Moi, j'ai pas du tout été pris une seule fois dans ce truc un peu particulier de film un peu, on a l'impression que c'est un film vraiment trop personnel et qui inclut pas assez les gens et le grand public de façon générale sur un sujet qui pourrait être bien traité. Donc ouais, non, moi, franchement, Marcello Mio, j'ai pas du tout aimé. Je pense que de tous les films qui étaient présentés à Cannes cette année, parce que vous allez voir, on les a quasiment tous vus, ils sont quasiment tous dans ce top, hormis un que aucun d'autre n'a vu, c'est Limonov, je crois. Non, il y a Motel Destino, puisqu'il est oui, en Motel fin Destino, on en a d'année, parlé tout à l'heure, on voir. voulait aller le voir, voilà, c'est les deux seuls. Et après, non, il n'en manque aucun. Bah si, Parthénope que t'as pas vu, toi. Mais qui est pas sorti. Oui, mais je veux dire, parce que même dans ceux qui arrivent, il y a que Parthénope que t'as pas vu. Parthénope, oui, puisqu'au Canada, c'est 2025 aussi, et je l'ai vu, moi, personnellement. Non, au Canada, c'est pas 2025. Ah, pour moi, il est sorti en début d'année. Ah non, peut-être en fin d'année. Mais non, il est sorti fin décembre, il a changé en cours de temps. Donc oui, c'est dans le classement, donc vous verrez. Parfait. Mais non, ouais. Donc il ne connaît pas le classement, vous l'avez vu. Donc non, pour moi, c'est le pire film de tous ceux qui étaient présentés à Cannes, même après un qui m'a beaucoup énervé, et vous allez voir en parler après. Mais ouais, non, franchement, je pense que c'est le film le moins bon. Ouais, moi, je suis pas forcément... Enfin, je suis d'accord, parce que moi, j'aime beaucoup Christophe Honoré de base, alors notamment... Alors son chambre, j'ai peur de me tromper sur le chiffre, 412. 217. 412, c'est pas ça. Hein. Donc voilà, les chansons d'amour, Plaire, aimer, courir vite, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup le travail de Christophe Honoré, donc moi j'y allais avec une certaine attente. Bon, le sujet, c'est quelque chose qui peut être intéressant, alors par exemple, un petit peu, le film y arrive, mais pour moi, il exploite pas assez, en fait c'est cette frontière très floue entre le réel et le cinéma. Qui est quand même quelque chose d'intéressant. Alors pour ceux qui connaissent, par exemple dans les films de Kiarostami, notamment Close Up et j'ai oublié le dernier, Au travers des oliviers. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant de mettre en place, c'est-à-dire un petit peu cette barrière où le spectateur est lui-même pris à partie, c'est-à-dire on ne sait pas vraiment ce qui fait partie de la fiction, ce qui ne l'est pas. Donc le réalisateur l'utilise. Maintenant, le problème que j'ai, c'est sur le propos de fond du film. Donc justement, comme a dit Ethan très bien, cette crise d'identité, un petit peu double personnalité, le fait d'être un personnage mais en même temps de pas être vraiment elle, je trouve que c'est trop appuyé, notamment je crois que c'est Nicole Garcia qui joue dans le film, à vérifier, qui joue la réalisatrice dans le film, qui va redire en fait une deuxième fois il nous faut du Marcello et pas du Chiara. Donc pour moi il appuie beaucoup trop son texte, parce que je pense qu'il ne sait pas vraiment quoi en faire finalement, quel est son point de vue finalement sur cette affaire. Donc il en résulte quelque chose que je trouve en fait un petit peu lessivé, un petit peu redondant, et qui, comme a dit Ethan, en fait nous met un petit peu en dehors au final. Donc voilà, moi j'ai pas détesté, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes, comme j'ai dit, le personnage de Lucchini, pas les tester non plus, j'ai pas aimé, c'était juste pas du tout mon truc, quoi. Le regard extérieur, voilà, sur ça. Mais pour moi on est quand même sur un rendez-vous manqué, parce que comme a dit Ethan, le sujet était vraiment hyper intéressant, et je trouve que dans l'exploitation, mais il y a des super scènes, notamment je me rappelle la scène où elle arrive en Italie, une scène musicale, si elle est très bien. La seule scène que j'ai aimée, ma scène préférée, c'est celle où on croit qu'il y a un public de jeunes au concert de Benjamin Biolay, parce que moi j'aime beaucoup Benjamin Biolay, mais il y a effectivement c'est bien une fiction. J'ai vu d'ailleurs quelqu'un qui a fait une critique comme ça qui m'a fait exploser de rire, quelqu'un qui avait dit c'est vrai que c'est une fiction parce qu'il y a un concert de Benjamin Biolay où il y a des jeunes dans la fosse. Mais écoutez, moi j'adore Benjamin Biolay, donc voilà, mais non, mais c'est vrai qu'effectivement c'est pas composé de jeunes, et c'est peut-être la scène qui me fait le plus rire, mais ouais, non, franchement mais voilà, mais c'est pas, même moi en tant que quelqu'un vraiment friand du travail d'Honoré, je pense que, alors je les ai pas tous vus, et je pense qu'il en a des moins bons, parce qu'il a quand même une carrière assez riche et assez expérimentée. Les Malheurs de Sophie, c'était pas brillant. Ouais, ça je crois que Les Malheurs de Sophie, c'est pas non plus, voilà, je pensais exactement à celui-là. Voilà. Je pense que voilà, mais je l'ai pas vu, peut-être que ça sera un coup de cœur, mais honnêtement je pars pas très optimiste, mais voilà, ça remet pas en cause mon appréciation de son cinéma, mais voilà, pour moi c'est un rendez-vous manqué. Alors ensuite, donc là ça peut peut-être nous prendre du temps, mais c'est un film que donc évidemment j'ai détesté, j'ai pas du tout aimé, qui moi m'énerve encore plus parce que des gens essayent de le défendre mais en donnant des arguments vraiment pas bons. C'est le fameux Megalopolis de Francis Ford Coppola. Alors on adore tous les deux Francis Ford Coppola, mais Megalopolis c'est voilà la branlette intellectuelle. Pour le coup, pour moi c'est un délire mégalo, tout simplement. Oui, exactement, c'est exactement ce que j'avais dit, c'est un délire mégalo. C'est un film qui a coûté extrêmement cher, qui est déjà quasiment incompréhensible, quoi. C'est-à-dire que tu peux comprendre, mais c'est un film qui va jongler entre différents. Essaye pas de t'attraper, ce qui, je pense. Mais non, c'est-à-dire que le film est dans. C'est ça le gros problème, c'est-à-dire que le film est dans son délire et c'est en mode fuck, vous ne comprenez pas. Moi j'ai fait mon film, écoutez, voilà, il est comme ci, il est comme ça, enfin.
On jongle entre tout, c'est vrai que ouais, non. Dans les faits, on en parlait un petit peu en off, il y a des films comme ça où le fait de pas comprendre, c'est assumé et c'est réussi. Par exemple, on pensait à David Lynch, par exemple, où là, pour le coup, ça peut être clairement réussi de pas tout comprendre. Et c'est un élément appréciatif. Là, le problème qu'il y a sur le Mégalopolis, c'est que c'est quand même un film qui raconte un propos de base. Donc, quand même quelque chose qui, en plus, fait écho à notre société, puisque, entre guillemets, c'est une tragédie romaine, puisque les personnages, entre le banquier qui s'appelle Crésus, enfin voilà, quand même quelque chose d'assez marqué... étymologiquement, mythologiquement en tout cas, mais dans une Amérique un peu Trumpiste, puisqu'au final c'est un petit peu ça, les figures de pouvoir qui sortent du peuple assez riche, c'est clairement dans une politique, on va dire, et ça n'a pas vraiment d'ailleurs de regard forcément... Tu sais, qu'en disant ça, il y a des gens qui m'ont défendu lui en me disant oui, mais ce qui est bien dans Mégalopolis, c'est qu'on s'y reconnaît forcément dans la société d'aujourd'hui, mais en même temps, il y a tellement de tentatives de référence, c'est un truc tellement noyé qu'évidemment, tu chopes quelque chose. C'est comme ceux qui disent ah, moi, visiblement, le film est pas mal. Bah ouais, vu le prix, heureusement qu'il est pas mal. Et puis même en plus, moi, je trouve que visuellement... Mais je trouve qu'il y a des scènes très ratées. Il y a des scènes très bien composées pour le coup. Oui, mais on est d'accord vu le prix, mais je trouve aussi que ce qui est horrible, c'est qu'il y a tellement de scènes visuelles que ça te noie même l'œil presque. C'est alors, il y en a qui, je sais, j'ai entendu l'argument inverse, donc ça c'est le temps qui nous le dira. Moi je pense que c'est un film qui va mal vieillir, même visuellement. Certains disent que justement ça va peut-être être l'aube de quelque chose d'un peu plus expérimental, etc. Que le film a de l'avance. Moi je suis pas sûr, je pense que pour moi c'est une idée vieille, puisque je crois l'idée il l'a vue dans les années 80. C'est une idée vieille, qu'il a gardé un peu son tronc commun un petit peu de base, mais qu'il a quand même voulu faire évoluer. Mais le problème c'est qu'en 40 ans, la société a radicalement quand même changé, puisque la société même aux États-Unis de maintenant par rapport à 40 ans, c'est pas la même chose. Et donc pour moi il y a comme une sorte de conflit entre ces deux, donc cette société comme on a dit romaine, qui justement pour donner un petit côté un petit peu plus intellectuel, puisque voilà c'est quand même quelqu'un d'intelligent. On adore ses films, juste là c'est catastrophe. Mais là pour le même coup... lui, j'ai l'impression que même lui savait, parce qu'en fait c'est vraiment son truc de j'ai fait mon film, m'en fous, et puis voilà, parce que il y a aucun moment le film essaye, enfin il a quand même essayé de le sauver lui-même quand il a vu le four que c'était à Cannes, à venir dans plein de pays, faire beaucoup d'interviews, etc. pour sauver un peu le truc. Mais non, c'était catastrophique, c'était vraiment aussi mauvais qu'on l'a décrit, voire même pire, parce que moi je m'attendais à ce que ça pouvait être un film à double lecture, etc. Mais moi ce qui m'a encore plus énervé, c'est vraiment la campagne de gens qui essaient de le défendre. Moi je pense que ceux qui le défendent, c'est juste des gens qui veulent être différents. Et dire moi j'ai bien aimé, mais qu'est-ce que tu peux aimer dans un film comme ça quoi? Alors, parce que il y a quand même des gens aussi qui ont dit que c'est un truc qui sort un peu des codes et qu'on voit pas d'habitude dans le cinéma américain comme ça. Mais attends, mais il y a les films d'auteur, ça existe depuis des années. Tu fais un film d'auteur, t'es pas obligé de. Là c'est un film d'auteur qui coûtait 250 millions, on nous a fait croire que c'est un truc révolutionnaire. Mais je pense que c'est pas des films qui sortent des codes, il y en a plein, ça s'appelle des films d'auteur. Oui, mais je pense qu'il sort dans les codes de mise en scène aussi. Et ça pour le coup, on peut lui dire. Alors c'est pas forcément réussi, par exemple. Bon, maintenant je pense qu'on peut le dire puisque le film est passé, il est plus au cinéma. Alors je crois que c'était pas dans tous les cinémas, mais nous par exemple à Cannes, il y avait quelqu'un qui était venu sur scène pour faire un dialogue, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Première au hall, ceux qui il y a quelqu'un qui est venu, on a dit ça. Et donc voilà, donc ça c'est des idées de mise en scène que honnêtement je suis content qu'il expérimente, surtout à son âge. Voilà, il y a pas de. Et qu'on comprenne bien quand même, parce qu'on comprend peut-être pas trop comment tu l'expliques, c'est qu'en fait il y avait vraiment un happening avec ce film quoi dans certaines salles. En fait il y a une interview en fait du personnage d'Adam Driver, donc qui est face caméra, et en fait donc dans certaines salles où il n'y avait pas cet happening, c'était juste une voix off en fond qui jouait un journaliste qui posait des questions. Ah non, il n'y a pas de voix off en fait. Non, il n'y a rien du tout. Non, en fait, c'est pas de voix off, c'est juste lui qui parle tout seul. Ah d'accord, ok, voilà. C'est particulier. Et en fait, à Cannes, il y a quelqu'un, en fait, un journaliste, je pense que c'était, ou enfin quelqu'un de là-bas, mais ça se passe important, qui jouait justement ce rôle de journaliste et qui posait des questions à Adam Driver. Donc ça, c'est assez surprenant, assez décontenançant, un peu comme tout le film finalement. Donc c'est pour ça que moi, comparé à Ethan, ça me choque pas que des gens aient apprécié. Après, pour le coup... je te demande pas d'apprécier, les gens qui disent que c'est exceptionnel, que c'est une œuvre incomprise. Non, moi c'est plus, on m'a dit que c'est une œuvre unique, et ça je suis complètement d'accord. Ah oui, c'est sûr que c'est unique. Non, mais unique en tant que qualité, pas unique en bouse infâme. Ouais, mais moi vraiment Mais moi j'ai pas personnellement détesté je n'aime pas le film. Vraiment pas le film. Mais honnêtement, l'environnement autour qui m'a fait détester, et surtout le fait que... Ouais, mais ça pour moi, ça peut pas rentrer en compte dans une appréciation d'un film. Si, ça joue sur l'ambiance quand même. Mais non, mais genre l'ambiance dans laquelle tu vas le voir, tu vois ce que je veux dire. Il y a des films que t'as mis détestés dans la liste, par exemple, toi, parce que c'est une plus grosse franchise, parce que t'as des attentes ou quoi. Il y en a certains qui sont dedans. Si c'était un film qui faisait pas partie d'une franchise ou quoi, je suis pas sûr que tu l'aurais détesté à ce point, quoi, tu vois. Ça dépend, faut avoir sur le moment. Bah non, on verra, mais par exemple, et au-delà de ça aussi, attends, j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est con, mais non, sur. Attends, qu'est-ce que je suis peut-être plus virulent, peut-être ce que tu veux dire, quand j'en parle avec des gens par ça, mais je vais pas plus le détester par rapport à ça. Oui, non mais surtout ce que je voulais dire aussi moi qui me dérange dans ce film-là et que en fait c'est que c'est un film où il y a un truc qui marche énormément au cinéma évidemment et il y a beaucoup de réalisateurs dont on parle de ça, c'est le fait de mépriser un peu son public, la personne qui a regardé les films.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est fait par pas mal de réalisateurs. On peut dire ce qu'on veut, mais il y en a plein qui le font. Lantimos, par exemple. Non, mais pas vraiment. Voilà. Mais en fait, le mépris peut marcher à une condition, c'est que si on prend pas les gens pour des cons. Et pour moi, Megalopolis, c'est vraiment prendre les gens pour des cons, quoi. C'est-à-dire, c'est un film où tu mets 20 000 rêves dedans, tu fais de tout et n'importe quoi, tu mets tout ce que tu veux, tu fais. Enfin, c'est un truc indigeste, quoi. C'est juste indigeste. Pour moi, il a fait son film, mais au sens propre du voilà, terme. son film, pour lui, c'est comme si c'était un film que personne n'avait regardé, que lui a regardé, ce qui peut être honorable, mais il y a quand même des façons de le faire un peu, quoi, tu vois. Puis, enfin, vraiment, là, pour moi, c'était vraiment le raté, et moi, je ne comprends pas. Moi, c'est la déception de l'année pour le coup, parce que je pense mais moi, que. je sais que t'es nul avant. Moi, je sentais déjà, parce que quand il commence à aller à Cannes, les gens le savaient. Les premiers retours à Cannes étaient. Non, mais déjà... même avant les retours à Cannes, le film ne trouvait pas de distributeur français du tout. Personne ne voulait du film. Donc, quand personne veut d'un film de Monsieur Coppola, d'un truc comme ça qui coûte autant, etc., tu te dis. Ouh, il y a une couille dans le pâté, quoi. Finalement, c'est Métropolitain qui a récupéré le film. Non, c'est pas eux. Non, je sais pas, moi, non, c'est le Pacte qui a récupéré le film en plus, je crois. Je crois que c'est le Pacte, ou je sais plus. Mais bref, avant Cannes, moi, on en discutait en off avec d'autres journalistes. Une semaine avant, le film n'avait pas de distributeur. Je me suis dit, ouh là, qu'est-ce que ça va être. Ça sent pas très bon, ça. Et puis en plus, ce film-là avait pas été. Tu peux pas trop le voir avant, parce qu'en fait, bon, il y a un truc qui se sait dans le milieu, c'est que quand tu es dans certaines presse, je crois que c'est télé ou je sais plus lesquelles, il y a des films que tu as le droit de voir avant la présentation officielle à Cannes, mais que certains dans des projections hyper privées, c'est même pas des projections presse. Et moi, de quelques-uns que je connaissais, ils ont même pas eu accès à ça, ils ont dû attendre Cannes avant de le voir, les 3/4 que je connaissais. Donc voilà, et non, à Cannes, le retour était évidemment celui qu'on attendait, quoi. Non, mais là. Donc voilà, Megalopolis, voilà, vous avez le droit de l'aimer, même si Lucas est plus d'accord que ça avec moi. Moi, je connais des gens qui l'ont aimé autour de moi. Pour moi, c'est voilà, je ne comprends pas. Moi, je peux comprendre, passer un bon moment. Qu'on puisse aimer ce film, parce que voilà. Donc voilà, on va passer au prochain. Petite pause technique, on reprend parce que finalement l'ordi qui se servait de classement n'avait plus de batterie parce que ça avait déjà 50 minutes. Ouais, donc on a failli s'arrêter avant même de commencer le top et ça c'est exactement. Donc non, mais alors en fait on s'est redit en off, c'est vrai qu'on a déjà tiré sur Megalopolis, mais alors moi un autre argument que j'ai oublié parce qu'on en a reparlé avec Lucas, parce qu'une amie à lui, donc qui a pas aimé le film non plus, hein, mais qui a dit que c'est vrai qu'elle a ri devant la séance. Moi aussi, d'ailleurs. Moi j'étais presque consterné, quoi, parce que c'est sûr que donc, et d'autres personnes vont aussi vous dire, donc c'est pas que des gens qu'on connaît, hein, des gens vraiment qui l'ont dit, on l'a vu écrit, et plein de gens vont vous défendre de cette façon-là. Des gens sûrement pas très sensés, je pense aussi. Non, je rigole. Non, Jean-Luc Godard est avec nous. Non, je peux comprendre totalement. Enfin, oui, je peux comprendre. Et donc, du coup, les gens vont aussi vous dire, oui, mais ce qui est original dans ce film, etc., qu'on voit pas ailleurs, c'est que les acteurs se laissent aller, etc., sont en roue libre, c'est super bien. Bah oui, ils sont en roue libre, c'est sûr, on a compris, mais c'est raté, quoi. C'est complètement ridicule, quoi. Enfin, tu trouves ça bien, toi? Non. Enfin, moi, personnellement, alors, une actrice que j'étais ravi de voir avec Coppola, parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup depuis Parks and Recreation, c'est Aubrey Plaza, qui joue une journaliste un peu détraquée, quoi. Mais alors vraiment, elle est en roue libre de A à Z. Donc effectivement, ça va avec son rôle. Mais le problème, c'est que tout est tellement too much que l'accumulation, pour moi, ça fait un peu overdose au bout d'un moment. C'est drôle. La fin, c'est une catastrophe. Et la scène de fin est horrible. Non, mais même la scène de fin, le shot final, le plan final, pardon. C'est quelque chose, quoi. Là pour le coup, c'était le rire nerveux de fin, quoi. Mais parce que, alors moi on m'avait dit aussi, mais toi tu peux me confirmer, parce que tu avais dans une salle à Cannes et un peu de monde, au hall, là en première des halles, les gens ont applaudi timidement à la fin. Quelqu'un a explosé de rire, ensuite ça a applaudi timidement. C'était pareil toi à Cannes ou pas? Je m'en rappelle plus, parce que au hall il y avait Coppola qui était... Oui, mais alors en fait Coppola est venu avant la séance, donc évidemment Coppola, voilà. Non, il est pas revenu après. T'imagines, il revient après. Alors mais pour le coup c'est une avant-première, donc ça applaudit tout le temps. Nous à Cannes, je me rappelle plus si ça applaudissait après chaque film. Mais moi, quelqu'un qui l'avait vu à Cannes avant m'a dit que même chose qu'à Cannes, fin de séance, donc quand il a vu au hall, ça a un petit peu rigolé nerveusement et ensuite ça applaudit mais très timidement, quoi. Et il y avait une vidéo, je crois même, il y a eu quelques huées à Cannes, mais alors je me demande si c'était pas dans la partie presse, pas à la grande salle, mais j'avais vu ça sur X à l'époque. Mais à confirmer. Mais voilà, je crois qu'il y avait quand même eu. C'est décontenançant quoi qu'il arrive. Parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la première fois et qui ont un peu plus apprécié la deuxième. Ouais. J'ai eu ça dans quelques éclaireurs Letterboxd par exemple. Mais je pense que quoi qu'il arrive, même ceux qui ont aimé, personne n'a eu le. Alors, je m'engage, peut-être je me trompe. Mais le coup de cœur, ou alors c'est des gens qui sont directement rentrés dans les gens ont le coup de cœur et les gens ont. Dès que le générique c'est fini. De quoi? Dès que le générique c'est fini. Parce que moi personnellement, après moi j'ai souvent on va dire le coup de cœur en déclic, moi je marche comme ça, je ne peux pas, par exemple j'aime pas aller forcément avec des gens au cinéma qui me demandent mon avis directement à la sortie du film, parce que moi je suis quelqu'un qui personnellement ait besoin de digérer le film, donc peut-être qu'il y en a qui sont pas comme ça et qui ont l'avis direct, le 5 étoiles qui part direct sur certains films quand il y a des acteurs ou des actrices ou des réalisateurs qu'ils aiment bien, mais voilà des films qui leur parlent. Mais moi je sais que je suis comme ça. Après peut-être il y en a aussi comme ça, je sais pas.
Bon, en tout cas, voilà, on est à 54 minutes et il nous reste encore 2 flops avant de démarrer les 100 films. Hein, Bah après, donc, sachant que les 100 films, les premiers vont sûrement aller un petit peu. oui, et vite, puis de toute donc- façon, voilà, hein, c'est l'idée, c'est vous poser, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Non, vous l'écoutez en une fois. Non, Vous vous- me coupez pas. Hein. non, mais c'est aussi le but, voilà, c'est un truc qui peut s'écouter en plusieurs fois, comme moi ou toi on fait. Moi, je consomme des fois des vidéos même de YouTube de certains. Sachant que là, ça fait 50 minutes qu'ils ont que des films de merde. Ouais, exactement. Là, c'est un coup, Ouais, il y a mais... plus personne. Non, mais après, moi, tu sais que les flops, et c'est un vrai truc, les gens aiment bien regarder Oui, les c'est flops. rigolo. Moi, on aime bien regarder les gens qui tirent dessus. Et voilà, et puis surtout que même nous, dans nos flops, on a des. Alors ça dépend les flops de qui, parce qu'il y a des youtubeurs ciné que je ne citerai pas, où leurs flops c'est peut-être les tops en fait, Ouais, des gens c'est vrai, normaux. c'est vrai. Donc, Non, mais non, effectivement, non, mais même moi, enfin après, ça t'énerve plus, mais moi, ça me fait rire des fois quand ils vont critiquer. Moi pas spécialement, mais bon, je peux Ouais, parce que t'es trop comprendre, attaché à lui. la vanne. Alors, il nous reste deux flops, du coup, qu'on a vu aussi tous les deux. Tous les Donc, deux. nous avons un flop d'un réalisateur qui a fait un très grand film un jour, mais qui ensuite s'est un petit peu perdu, qui continue de se perdre un peu. C'est notre ami Claude Lelouch, qui a peut-être fait un trop avec Finalement, quoi. Qui en plus n'est visiblement pas son dernier, hein, parce Oui. qu'il leur en faire un. En Alors fait, que c'est quand même son film somme, hein, puisqu'il l'avait quand même dit, puisqu'il reprend plein d'éléments de ses anciens Ouais. films, mais il reprend surtout un petit peu la roue libre de. Alors c'est dernier film, mais je pense même d'avant, parce Oh que là 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 là. si on peut dire, on va pas mentir qu'on s'y connaît pas des masses sans Claude Lelouch. On a vu quand même. Moi voilà, un des films que j'adore c'est Un homme et une femme, mais Ok, très certains bien. me disent que c'est peut-être en fait plus une anomalie dans sa carrière que autre chose. De quoi? Un homme et une femme. Ah oui, en fait, c'est un très bon film parmi Oui, les films moyens, voilà. quoi. Oui, ah Et, bah oui, moi je suis peut-être dans cet avis-là. voilà, aussi. donc c'est quelqu'un Oh qui s'est là retrouvé au bon endroit au bon moment, mais Un homme et une femme pour moi est un très grand film, donc voilà, je vais Ouais. pas cracher dans ce qu'il a fait de très bon, mais là effectivement finalement Mais surtout que, alors, excuse-moi de te couper, mais il faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que le film a été vendu avec une bande-annonce qui n'était pas une bande-annonce. oui c'est une chanson. Donc du coup, on s'est même un petit peu dit, tiens, moi j'avais eu des théories un peu sur à quoi ressemblerait le film et tout, Lucas aussi. Et moi, ce qui me rassurait, c'est que pour ceux qui l'ont vu, les 25 premières minutes du film partent sur une théorie comme ça où c'est une idée complètement what the fuck et c'est un truc, Oui. moi que je trouve assez original, même si c'est un truc hyper sordide. On comprend rien en fait au début. Mais tout si, simplement. attends, on a. Non, on est perdu parce que ça alterne. Non. Oui, ça alterne mais plusieurs je te scènes. rappelle quand même qu'au début, le personnage principal Oui. a un discours et on commence Oui. à comprendre un peu ce Oui. qu'il fait. Et on se dit, moi je me suis dit, putain, ça prend cette direction-là, ça peut beaucoup me plaire parce que moi j'aime bien les trucs un peu décalés, etc. On en reparlera dans ce top-là. J'aime bien les choses un peu décalées. Je me suis dit, ouh là, l'idée est sympa et du coup je peux comprendre. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que c'est un truc qui est beaucoup plus abstrait que ça et beaucoup plus pourri. C'est-à-dire qu'il y a une bonne idée pendant 25 minutes et après on part dans un truc Une qui est. quête de liberté. Ah ouais, mais non, mais. Oui, une quête de liberté, si on se même dit dans le Oui. truc. Mais non, ensuite après on part dans quelque chose qui est long, qui fait un peu de tout, n'importe quoi. Ouais, il y a des scènes à boire et à manger. Par exemple, il y a une scène à un moment avec Dieu qui est joué par comment il s'appelle cet acteur, Raphaël Mesraoui. Ah oui, exactement. Ouais, donc voilà, scène qui sort de nulle part. À un moment, il y a Jésus aussi, je crois. Non, mais c'est. Donc, ouais, c'est une roue libre. Enfin, c'est une roue libre, clairement. C'est un Ouais. film somme puisque ça prend des anciens films, du Lino Ventura, enfin les films Ouais. qu'avait fait Lino Ventura, pardon, avec Claude Lelouch. Les acteurs, on sait pas trop ce qu'ils font là. Ethan, je sais pas si tu veux parler de la théorie que tu pensais que le film parlait à un moment, qui finalement peut-être était une meilleure Ah idée. ouais, parce qu'en fait. Pour un film d'un autre réalisateur, mais peut-être. oui, parce qu'en fait, la bande-annonce était un peu particulière. C'est-à-dire que la bande-annonce n'avait pas grand-chose. On avait juste donc Cadmerade, pour ceux qui l'ont vu, qui disait ouais, pas de bande-annonce. Il y avait une chanson en fond. Bah, la chanson finalement, je crois, le titre. C'est ça, ouais. Oui, en fait, mais du coup, on Finalement. comprend parce que dans le film, il y a un rapport avec ça, Ouais. d'un piano qui tombait amoureux d'une trompette, je crois. C'est un truc comme ça. Ouais. Et moi, je me suis demandé, mais je me suis dit, est-ce que ça serait pas fou qu'un mec joue de la trompette? Pour moi, ce serait une idée de fou. Je me suis dit, peut-être que Cadmerade, au cours du film, mais du coup, si je vous spoil, c'est pas ça le film. Mais bon, je pense que personne n'a Oui, vu que il moi. y a que Ethan qui Et moi, a je la me suis théorie. dit, mais je pensais, mais non, je te fais un vocal, t'as dû exploser de rire hein, quand Oui, t'as c'est- écouté ma j'étais théorie, mort de mais il m'a pas répondu parce que lui, il avait vu avant moi. Et je me suis dit, mais ça serait énorme quand même que Cadmerade, en fait, le film soit un mec, un ancien musicien qui tombe amoureux de sa trompette et qui quitte sa vie pour être amoureux d'une trompette, tu vois. Parce que je sais plus, j'avais déjà vu un truc comme ça dans c'est dans un sketch, je crois, sur YouTube où j'avais vu un mec qui était amoureux d'un bout de papier peint, un truc comme ça. Et du coup, je me dis, il serait hyper bien, en fait, pas du tout. Non. C'est un truc un peu Bon, abstrait. après, et tout. est-ce que ça aurait été un meilleur film? Je sais pas. Bon, ça aurait pu être marrant, Mais, un truc. voilà. Moi j'aime bien les trucs what the fuck Oui. comme ça, moi j'aime bien les trucs comme ça, donc mais non, évidemment Non, c'était pas voilà. cette idée là, donc bon bah écoutez, Voilà. Ouais, finalement c'était mauvais, c'était pas ouf. finalement c'était pas ouf, et voilà, il va nous en faire un autre, bah écoute, que tu fasses, grand bien te fasse, Gilles Lelouch, non, Claude Lelouch, mais ouais, non, finalement, Et ouah. apparemment un 51ème, parce que c'était son 50ème. Ouais. Donc, non, mais ouais, on a voilà. pas... Quelqu'un dans la salle qui a quand même posé une question à Claude Lelouch qui a dit bon bah j'espère que vous pourrez faire votre 51ème parce que voilà on est plus proche de la fin. Voilà, qui avait posé une question un peu comme ça, qui Ah a ouais. dit nous ça va nous faire de la peine quand vous allez partir. Enfin il avait plombé l'ambiance, mais c'était un message bienveillant de base, mais il avait dit Ouais. nous Claude Lelouch ça va nous manquer quand finalement vous ne serez plus là. Enfin un message un peu comme ça. Voilà donc c'était Ouais, non, la petite franchement, touche morbide du film. Non, Enfin, de la et ben séance. voilà, donc et ben finalement qui est dans nos flops de l'année. Ouais. Moi je trouve que c'est totalement mérité Oui, parce que oui, c'était oui. un truc qu'on pouvait avoir des attentes, Oui, même oui, si on oui, se doutait oui. quand même que. C'est un peu un non-film au final, hein, puisque c'est un peu Mm. plein d'idées en gloubi-boulga. Ouais, Voilà, un peu dans le même genre que Megalopolis, Voilà. mais peut-être moins méprisant quand même, hein, peut-être. Oui, plus.
J'allais dire plus roue libre, non, ça se vaut. Ouais. Mais on va dire l'ambiance au moins de Megalopolis, moi, peut me saisir par certains moments, parce que je trouve ça un peu drôle. Là, c'est juste vite, quoi. Là, il y a juste rien, quoi. Voilà. Ouais, voilà. Et alors le dernier, donc il a pas spécialement sa place dans les flops, mais Lucas l'a vraiment détesté, et moi c'est une bonne déception aussi, c'est le fameux Joker 2, Folie à 2, qui mérite d'être dans les flops, parce que c'est un film finalement qui sert à rien non plus. Je pense que c'est juste Todd Phillips s'est dit tiens, je vais repomper ce qui marchait pas trop mal dans le 1, alors qu'en plus il va contredire des choses que les gens se sont créés dans le 1. Un peu à et en méprisant un peu, en mode les gens l'ont compris comme ça, enfin pour moi il y a quand même un petit mépris de la part non plus, alors que c'est Todd Phillips, hein, c'est pas non plus... Bah ouais, c'est vrai que même Joker c'est un peu n'importe quoi. Bah pour moi le premier Joker marche bien parce que c'est clairement un repompage de Scorsese, hein, voilà, je le dis, moi le premier Joker, voilà, je sais qu'Ethan aime beaucoup, moi il est bien, en vrai il fait le taf, il n'y a pas de souci, mais pour moi, on va dire c'est fulgurant, ces grands moments, c'est quand même du Scorsese, c'est du Taxi Driver, c'est de la valse des pantins, voilà, tout le monde l'a dit, donc je vais pas en reparler, mais je suis plutôt d'accord avec ses avis. Et là, le deuxième Joker, ça montre en fait les limites de Todd Phillips, puisqu'il veut faire une comédie musicale, pour moi les parties comédie musicale... C'est juste pour, parce que moi je pense que c'est juste faire un kiff, hein. C'est je veux voir une comédie musicale et tout, mais ça ne sert à rien. Lady Gaga, le personnage d'Harley Quinn, ne sert à rien, même limite celle de Suicide Squad est mieux, quoi. C'est-à-dire c'est celle de Margot Robbie est mieux que ça, parce qu'elle ne sert à rien sur Harley Quinn. Et ouais, le film. Les chansons, je sais pas si t'es capable de me citer une chanson, je suis incapable. Je peux même pas te dire un air. Alors que. Bah, si, il finit avec le fameux That's Life, avec la voix de Joaquin Phoenix. C'est ça que j'avais bien aimé, mais sinon, ouais, non, le film. Il y a quand même une scène ou deux, moi, qui m'ont saisi parce que j'aime quand même bien. La scène au tribunal était sympa, etc. Il y a des moments où je me suis dit, il y a des petites fulgurances sympas. Ouais, mais pour moi, c'est au service de rien, finalement. Parce que le propos, on se. Enfin, finalement, on y revient, finalement. Finalement, ce grand film. Est-ce qu'il y a ce propos, en fait, il y a un double propos. Il y a à la fois le Joker qui est un peu cette figure de martyr d'un côté, mais aussi cette figure d'héros. Il y a aussi un peu on va dire un sous-texte, comme on a dit, sur le premier film, comment il a été perçu, etc. Bon, à l'intérieur du film, sur le personnage du Joker qui est un peu mal vu. Donc ça, j'ai envie de dire, sur le papier, pourquoi pas. Mais au final, en fait, c'est tellement deux mondes qui s'opposent qu'au final, il les oppose tellement qu'il en fait rien des deux. Donc, rajoute à ça, voilà, une comédie musicale, voilà, pour... Voilà, moi les comédies musicales qui s'assument à moitié, c'est-à-dire qui ne mettent aucune mise en scène de comédie musicale, qui filment ça comme n'importe quoi. De danse hein, quand même, mais... Ouais, d'accord, je fais des claquettes là sur la table, c'est peut-être plus animé que ça. Mais voilà, au service pour moi c'est vraiment un mauvais film pour le coup. Moi il est dans mon flop, je pense que, je sais plus combien je l'avais placé, parce que voilà, j'ai fait ça il y a un petit moment, mais il est très bas. Après tu partais avec, voilà, t'aimais pas spécialement l'univers et tout, parce que ce qui peut te sauver à certains moments pour moi, c'est que le film va rechercher des choses qui pour moi marchaient et m'avaient plu dans le 1 et qui ont plu à certains fans. C'est pour ça que certains n'ont pas tant défoncé que ça, même si moi je trouve ça quand même aberrant que, je sais pas si t'avais vu, mais sur le truc je sais plus ce que c'était aux États-Unis dans les films de super-héros d'ici, ils l'ont classé plus bas que des daubes comme Madame Web et tout, quoi. Oui. Alors après, parce que c'est une vraie déception, les autres, il n'y a rien qui oui, mais ok, c'est une déception, mais de là non plus à le mettre là. Oui, je sais pas, moi les autres films, les Madame Web, ça je les vois pas, mais effectivement, si je les voyais, je pense qu'on parlait des 0,5 que je mets plus parce que je vais plus voir de films à 0,5. Ça, je pense que c'est typiquement des films. Son Venom 4 qui m'a parlé tout à l'heure, non, c'est 3. Ah, c'est le 3, pardon. Ouais. Ah, bientôt peut-être. Non, c'est terminé, je pense. Terminé, mais ouais, mais en fait, ça marchait. Mais ça, voilà, typiquement, si j'avais vu Venom 3, je pense. J'ai vu une scène en plus. Oui, celle de la danse. La scène de Dancing Queen, voilà, qui est une cata. Je pense, voilà, ça, c'est des 0,5 qui peuvent tomber. Effectivement, Joker, c'est pas un film où, voilà, c'est pas 0,5 non plus. Non, mais c'est très très décevant, effectivement. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans. Moi, en vrai, je l'ai mis vraiment plus haut dans mon classement, je l'avoue. Mais bon, Lucas l'a tellement pas aimé et ça rentre vraiment dans la case déception. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les flops ici. Donc voilà. Même si, voilà, il est pas moins bien que des films que vous allez voir après. Ah oui, je pense on va parler même des sorties les années d'avant, tout ce qui était les Flash, tout ça. Ah bah non, pas fini. Mais c'est pas du tout dans la catégorie comme ça. C'est vraiment la catégorie déception et voilà, que ça servait à rien de faire une suite. Moi j'avais pas d'attente, c'est pas de la déception, c'est juste nul, mais je pense que c'est pas nul, voilà, avec des trucs pas finis, des trucs comme ça qu'on peut retrouver dans d'autres films de super-héros produits à la chaîne qui sont même pas des films en fait finalement, qui sont plus des produits, voilà, qui est un mot que je déteste, mais qui malheureusement pour ce genre de film le sont, quoi. Et ben voilà, on aurait peut-être dû faire en 3 parties parce qu'au bout de 1h01, on a fini les flops et tout le reste. Donc là, vous êtes partis pour avoir 100 films qui vont arriver comme ça, un classement de 100 films qu'on va faire comme ça. Donc voilà, on va vous envoyer les 100 films comme ça, un petit peu plus vite, etc. Donc voilà, juste après ce petit jingle qu'on va créer